Imagine un pays où les traditions ont survécu à des siècles de guerre, d'empires et de transformations. Un pays qui étonne encore aujourd'hui par la richesse de sa culture populaire. Bonjour, vous êtes sur la chaîne 33 Facts. Ici, nous partageons des histoires étonnantes, des idées reçues scientifiques et des faits inexpliqués. Installez-vous confortablement, commençons. Premier fait, le pain et le sel, bien plus qu'une simple politesse. En Ukraine, accueillir un invité avec du pain et du sel est l'une des traditions les plus anciennes et les plus profondes. Mais peu de gens savent pourquoi précisément ces deux produits. Le pain représentait la vie elle-même. Dans une société agraire, une bonne récolte signifiait la survie. Le sel, lui, était autrefois si précieux qu'on l'utilisait comme monnaie d'échange. Offrir du sel à quelqu'un, c'était lui offrir quelque chose d'inestimable. Ensemble, le pain et le sel formaient un symbole de prospérité, de protection et de respect profond envers l'invité. Cette tradition remonte à l'époque des anciens Slaves, bien avant l'émergence de l'Ukraine en tant qu'État. Aujourd'hui encore, lors des mariages, des cérémonies officielles et des rencontres importantes, une femme en costume traditionnel présente un korovaï, un pain décoré sur un rouchnik, une serviette brodée. Les invités prennent un morceau de pain, le trempent dans le sel, et la cérémonie peut commencer. Ce geste simple porte en lui des siècles de mémoire collective. Et cela devient encore plus intéressant. Le korovaï lui-même est un objet de tradition complexe. Ce pain de mariage n'est pas préparé par n'importe qui. Traditionnellement, seules des femmes mariées et heureuses pouvaient pétrir la pâte. On croyait que leur bonheur conjugal se transmettrait aux mariés à travers leurs mains. Les femmes divorcées, veuves ou malheureuses en mariage étaient exclues de cette préparation. Le korovaï était décoré de symboles solaires, de colombes, de fleurs et de branches de viorne. Chaque élément avait une signification précise. La viorne, kalina en ukrainien, représentait le sang familial, la continuité et la beauté féminine. On dit que plus le korovaï était haut et élaboré, plus le mariage serait heureux. Certaines familles transmettaient de génération en génération des recettes secrètes et des techniques de décoration, considérées comme des héritages précieux au même titre que des bijoux ou des terres. Passons maintenant à la partie la plus curieuse. Deuxième fait, la Vyshyvanka, un vêtement qui parle sans mots. La Vyshyvanka, cette chemise brodée ukrainienne, n'est pas simplement un habit folklorique. Pendant des siècles, la broderie sur une chemise servait de véritable langage codé. Chaque région d'Ukraine avait ses propres motifs, ses propres couleurs, ses propres symboles. Un spécialiste pouvait regarder une Vyshyvanka et dire immédiatement d'où venait son porteur. De Poltava, de Hutsulchina, de Podia ou de Slobozhanchina. Mais ce n'est pas tout. Les motifs portaient aussi des informations sur le statut de la personne. Une jeune fille non mariée portait une broderie différente de celle d'une femme mariée. Les motifs de deuil différaient de ceux portés lors des fêtes. Certains symboles étaient censés protéger contre le mauvais œil, d'autres attiraient la chance et la fertilité. La Vyshyvanka était donc bien plus qu'un vêtement. C'était une carte d'identité, un talisman et un message adressé au monde. Et voici ce qui est surprenant. Pendant l'époque soviétique, la Vyshyvanka était officiellement tolérée comme folklore, mais son port dans les contextes politiques ou publics sérieux était perçu comme une déclaration de nationalisme ukrainien. Des intellectuels et des artistes qui portaient la Vyshyvanka dans les années 60 et 70 étaient parfois surveillés par les services secrets. Aujourd'hui, le premier jeudi de mai, l'Ukraine célèbre le jour de la Vyshyvanka, une fête populaire où des millions de personnes enfilent leurs chemises brodées. Ce qui était autrefois un acte de résistance silencieuse est devenu une célébration nationale massive. Des politiciens, des entrepreneurs, des enseignants et des écoliers, tout le monde porte la Vyshyvanka ce jour-là. La tradition a survécu à l'Empire et au régime, et elle est revenue plus forte que jamais. Voici un détail important. Troisième fait, Ivan Kupala, la nuit où toutes les règles changent. Dans la nuit du 6 au 7 juillet, selon le calendrier grégorien, l'Ukraine célèbre Ivan Kupala, une fête qui mélange depuis des siècles le christianisme et les croyances slaves pré-chrétiennes. Officiellement, cette date correspond à la naissance de Jean-Baptiste, mais les rituels pratiqués cette nuit-là n'ont presque rien de chrétien. Les jeunes gens sautent par-dessus des feux. On croit que celui qui réussit à sauter sans toucher les flammes sera protégé des maladies et des malheurs pour toute l'année. Les couples sautent ensemble en se tenant la main. Si leurs mains ne se séparent pas pendant le saut,
Leur amour sera éternel. Les filles fabriquent des couronnes de fleurs sauvages, les posent sur l'eau des rivières et observent dans quelle direction elles dérivent pour prédire leur avenir amoureux. Et puis, un retournement inattendu. La légende la plus célèbre de cette nuit affirme que la fougère fleurit une seule fois par an, précisément à minuit, la nuit d'Ivan Kupala. Celui qui trouve cette fleur mythique obtient le pouvoir de comprendre le langage des animaux, de voir les trésors cachés sous terre et de réaliser n'importe quel désir. Le problème, bien sûr, c'est que les fougères ne fleurissent pas, ce sont des plantes sans fleurs. Mais cette légende a traversé les siècles sans perdre de sa magie. Des jeunes gens continuent de s'aventurer dans les forêts la nuit d'Ivan Kupala à la recherche d'une fleur qui n'existe pas. Est-ce la naïveté? Non, c'est la compréhension que certaines quêtes ont de la valeur non pas à cause de ce qu'on trouve, mais à cause du chemin parcouru. Mais attendez, il y a encore plus étrange dans cette fête. Selon les anciennes croyances, la nuit d'Ivan Kupala est la nuit où les frontières entre le monde des vivants et celui des esprits s'amincissent. Les sorcières, les roussalki, des esprits féminins de l'eau et d'autres créatures surnaturelles seraient particulièrement actives. Les gens portaient des herbes aromatiques comme protection, accrochaient de l'armoise et de l'absinthe aux portes de leur maison. Les jeunes filles ne devaient pas aller seules près des rivières, car les roussalki pouvaient les entraîner dans les profondeurs. Ces croyances sont bien documentées dans le folklore ukrainien et continuent d'alimenter la littérature, le cinéma et l'art contemporain du pays. Le point suivant n'est pas moins étonnant. Quatrième fait, les roussalki, des créatures bien différentes des sirènes occidentales. Si vous pensez aux roussalki comme à des créatures marines bienveillantes à la façon d'Ariel dans le dessin animé américain, préparez-vous à être surpris. Dans la tradition ukrainienne, les roussalki sont des esprits des jeunes femmes mortes de manière prématurée, noyées, mortes avant le mariage ou victimes de chagrin d'amour. Elles hantent les rivières, les lacs et les zones humides, particulièrement pendant la semaine de Russalia, qui précède la Pentecôte. Elles ne sont pas simplement dangereuses. Elles sont actives, vengeresses et capricieuses. Selon des légendes, elles pouvaient chatouiller un homme jusqu'à la mort, l'entraîner sous l'eau ou lui faire perdre la raison. Leur aspect physique variait selon les régions. Parfois belles et séduisantes, parfois hideuses avec des cheveux verts couverts d'algues. Et voici ce qui est vraiment intéressant. La semaine de Russalia était une période de précaution extrême dans les villages ukrainiens. On évitait de travailler aux champs, de nager dans les rivières ou même de sortir seul la nuit. On plantait de l'armoise et d'autres herbes à odeur forte aux carrefours et aux portes pour repousser les esprits. Certains villages organisaient des rituels collectifs pour expulser les roussalki à la fin de la semaine. Des processions avec des chants spéciaux, des poupées de paille brûlées ou jetées à l'eau. Ces rituels n'ont rien d'anecdotique. Ils révèlent une vision du monde où la frontière entre les vivants et les morts est perméable, où les tragédies humaines, une noyade, une mort prématurée, laissent des traces dans le tissu même du monde naturel. Avançons. Cinquième fait, le trident ukrainien, un symbole dont les origines restent mystérieuses. Le trident, trizub en ukrainien, est l'emblème national de l'Ukraine. On le voit sur les pièces de monnaie, les documents officiels, les bâtiments gouvernementaux. Mais d'où vient-il exactement? Les historiens débattent encore. La théorie la plus répandue est que ce symbole appartenait au prince Vladimir le Grand qui a christianisé la Russe de Kiev à la fin du Xe siècle. On le retrouve sur ses pièces de monnaie et sur des tuiles de la cathédrale de la Dîme à Kiev. Mais que représentait-il à l'origine? Certains historiens voient un faucon en plongée, oiseau de chasse favori des princes slaves. D'autres y voient une ancre, un sceptre, ou même la lettre grecque phi. Il y a aussi une théorie qui relie ce symbole à des représentations encore plus anciennes, remontant aux tribus scythes ou sarmates qui habitaient ces terres avant les Slaves. Et voici ce qui soulève des questions. Le trident a été réadopté comme symbole national pendant la révolution ukrainienne de 1918, puis rejeté sous le régime soviétique. Sa représentation était interdite car associée au nationalisme bourgeois. Après l'indépendance en 1991, il est redevenu l'emblème officiel de l'État. Aujourd'hui, des archéologues continuent de retrouver des représentations de ce symbole dans des contextes très divers, sur des poteries médiévales, des ornements, des structures architecturales. La vraie signification originelle du trident reste l'une des questions non résolues de l'archéologie ukrainienne. Mais il existe une autre version. Sixième fait, le horilka et la culture de la distillation maison. La horilka est l'équivalent ukrainien de la vodka,
Mais les Ukrainiens tiennent à ce que vous sachiez que ce n'est pas la même chose. La distillation maison, appelée samoron, a une histoire longue de plusieurs siècles en Ukraine et a survécu à toutes les tentatives pour la supprimer. Sous le régime tsariste, la production de vodka était un monopole d'État et la distillation illégale était sévèrement punie. Sous les soviétiques, idem. Et pourtant, dans pratiquement chaque village ukrainien, quelqu'un savait distiller. Les recettes se transmettaient oralement, les alambics étaient dissimulés dans des granges ou enterrés sous des caves. Ce n'était pas simplement de la débrouillardise économique, c'était aussi une forme de résistance culturelle. Et ce n'est pas tout. La horilka ukrainienne se distingue par ses variantes infusées aux herbes et aux fruits. La horilka au piment, pertsivka, est peut-être la plus connue à l'étranger. Mais il en existe des dizaines d'autres, à la cerise, au miel, aux noix vertes, à la menthe, au réfort. Chaque famille avait ses recettes secrètes, transmises comme des héritages. Aujourd'hui, plusieurs distilleries artisanales ukrainiennes commercialisent ces variantes traditionnelles et certaines d'entre elles ont remporté des prix internationaux. La culture de la horilka est profondément ancrée dans la gastronomie et la sociabilité ukrainienne. Elle est présente à chaque fête, chaque mariage, chaque enterrement. Refuser un verre peut être perçu comme une insulte dans certains contextes ruraux, même si cette règle informelle se perd progressivement dans les villes. Si vous aimez nos vidéos sur des faits étonnants, des mythes et des révélations audacieuses, soutenez-nous avec un like et écrivez le chiffre 1 dans les commentaires. Sinon, écrivez 0. Cela nous aidera à comprendre ce qui vous intéresse et à rendre nos épisodes encore meilleurs. Et ici, une nouvelle histoire apparaît. 7e fait, les pisanki, des œufs qui contiennent l'univers. Les pisanki sont des œufs de Pâques ukrainiens décorés selon une technique ancienne à la cire et aux teintures. Mais appeler cela simplement des œufs décorés serait une terrible simplification. La technique de fabrication des pisanki est complexe et rituelle. On applique de la cire chaude sur l'œuf avec un outil spécial appelé kistka. On trempe l'œuf dans des teintures de couleurs différentes en allant du plus clair au plus foncé, puis on fait fondre la cire pour révéler les motifs. Un pisanka bien fait peut comporter des dizaines d'éléments symboliques minutieusement organisés. La création d'un pisanka peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours pour les pièces les plus complexes. Et voici ce qui est vraiment intéressant. Les motifs des pisanki sont chargés de symbolisme cosmologique. Les spirales représentent l'éternité et le mouvement perpétuel. Les triangles symbolisent la Trinité, la terre, l'air et l'eau. Les cerfs et les chevaux représentent la richesse et la virilité. Les poissons symbolisent le Christ et l'abondance. Les fleurs représentent la beauté et le renouveau. Certains chercheurs en ethnologie affirment que les pisanki préservent des symboles qui remontent à la préhistoire. Des motifs similaires ont été retrouvés sur des poteries vieilles de 5000 ans dans la région ukrainienne. Une légende dit qu'une vieille femme tient une sienne à laquelle est enchaîné un démon maléfique. Chaque année, pendant le carême, elle vérifie si les gens font encore des pisanki. Si la tradition persiste, ces chaînes tiennent bon. Si les pisanki disparaissent, le démon se libère et détruit le monde. Cette légende illustre parfaitement la profondeur avec laquelle les Ukrainiens percevaient le rôle des traditions dans le maintien de l'ordre cosmique. Approfondissons. 8e fait, le bortsch, une guerre culinaire inattendue. Le bortsch, cette soupe aux betteraves, est probablement le plat ukrainien le plus connu dans le monde. Et précisément pour cette raison, il est au centre d'un débat culturel intense. En 2022, l'UNESCO a inscrit le bortsch ukrainien sur sa liste du patrimoine culturel immatériel en danger, une décision précipitée par les circonstances politiques et militaires. Cette inscription a provoqué des réactions vives en Russie, où de nombreuses personnes considèrent aussi le bortsch comme leur plat national. Mais les recherches historiques et culinaires donnent largement raison à la revendication ukrainienne. Les premières mentions documentées du bortsch dans les recueils de recettes et les documents historiques sont systématiquement associées aux territoires ukrainiens et à la cuisine cosaque. Passons à la suite. Le bortsch ukrainien n'est pas un plat unique. C'est une famille de soupes qui varie selon les régions, les saisons et les traditions familiales. Il existe le bortsch de Poltava avec du poulet et des galouchki, des boulettes de pâte. Le bortsch de Galice, influencé par la cuisine polonaise et juive, est différent. Il y a le bortsch vert au printanier avec de l'oseille, le bortsch froid d'été servi glacé. Dans certaines régions, le bortsch est préparé avec de la viande de porc, dans d'autres avec du bœuf,
ou uniquement avec des légumes pendant le carême. La tradition veut que le bortsch soit encore meilleur le lendemain, quand il a eu le temps de reposer et que les saveurs se sont intensifiées. Dans les familles ukrainiennes, la recette du bortsch est souvent un secret jalousement gardé, transmis de mère en fille avec des précisions millimétrées sur le moment exact où ajouter la betterave, la quantité de vinaigre, la durée de cuisson. Et voici un autre exemple. 9e fait. Les Cosaques, des guerriers qui dansaient mieux qu'ils ne combattaient. Cette affirmation est provocatrice bien sûr, mais elle contient une vérité profonde. Les Cosaques ukrainiens, ces guerriers légendaires des steppes qui ont résisté aux empires ottomans, polonais et russes, étaient aussi des danseurs extraordinaires. La danse cosaque, le opak, parfois appelée gopak, est peut-être la danse ukrainienne la plus connue au monde. Ces sauts spectaculaires, ces pirouettes et ces figures acrobatiques ne sont pas simplement une démonstration artistique. Pour les Cosaques, la danse était un entraînement militaire déguisé. Les sauts verticaux entraînaient les jambes pour le combat à cheval, les mouvements rapides au sol développaient la coordination et les réflexes. Certains historiens du mouvement et des arts martiaux suggèrent que le opak était directement lié à un système de combat cosaque appelé boyovyi opak, un art martial ukrainien dont les origines font l'objet de débats. Et puis, un retournement inattendu. Le boyovyi opak, ou opak combat, a connu une renaissance dans les années 80 et 90 en Ukraine. Ses pratiquants affirment qu'il s'agit d'un art martial traditionnel cosaque, transmis secrètement pendant des siècles. Les sceptiques, eux, pensent qu'il s'agit d'une reconstruction moderne, d'une invention contemporaine, habillée en tradition ancienne. La vérité est probablement quelque part entre les deux. Il existe certainement des techniques de combat cosaque documentées, mais leur lien direct avec la danse opak telle qu'on la pratique aujourd'hui est difficile à établir avec certitude. Ce débat illustre un phénomène plus large, celui de la reconstruction de l'identité nationale à travers des pratiques culturelles dont l'authenticité historique est partielle, mais dont la signification contemporaine est profonde et réelle. Maintenant, faites attention. 10e fait. La langue ukrainienne, une résurrection qui a défié tous les pronostics. Au XIXe siècle, des intellectuels russes et polonais débattaient sérieusement de la question de savoir si l'ukrainien était une vraie langue ou simplement un dialecte paysan du russe. En 1863, un décret impérial russe, le décret Valuev, interdisait pratiquement toutes les publications en ukrainien, affirmant qu'il n'existait pas et ne pouvait pas exister de langue ukrainienne distincte. En 1876, le décret d'Ems allait encore plus loin, interdisant les représentations théâtrales, les conférences publiques et même les paroles de chansons en ukrainien. Ces mesures visaient à étouffer définitivement une langue qui comptait pourtant plusieurs dizaines de millions de locuteurs. Et voici ce qui est généralement passé sous silence. Pendant l'époque soviétique, après une brève période de ukrainisation dans les années 20, la répression linguistique est revenue avec force. Des milliers d'intellectuels ukrainiens, écrivains, poètes, linguistes, ont été arrêtés, exilés ou exécutés dans les années 30. Cette génération est connue sous le nom de renouveau fusillé, Rostrilian Vidrogenia en ukrainien. Malgré 2 siècles de répression organisée, la langue a survécu, s'est maintenue dans les familles rurales, dans la littérature clandestine, dans les chansons. Après l'indépendance de 1981, elle a commencé une renaissance. Et depuis les événements politiques des années 2010, puis des années 2020, le nombre d'Ukrainiens qui parlent ukrainien au quotidien, y compris à Kiev, une ville historiquement russophone, a connu une augmentation spectaculaire et documentée. Le détail suivant pourrait vous surprendre. 11e fait, la semaine du fromage blanc, 7 jours pour manger autant qu'on peut. Maslenitsa, ou en ukrainien Masnitsia ou Kolodi, est la semaine qui précède le carême orthodoxe. En théorie, c'est une période de transition spirituelle. En pratique, c'était historiquement une semaine de festivités intenses, de nourriture abondante et de comportements sociaux inhabituels. Pendant cette semaine, la consommation de crêpes, mlinsi, de fromage blanc, de beurre et d'œufs était non seulement permise, mais activement encouragée, car ces aliments allaient être interdits pendant les 40 jours de carême suivants. Les villages organisaient des bals, des jeux, des luttes, des courses de traîneaux. Les normes sociales habituelles se relâchaient temporairement. Et c'est ici que cela devient vraiment étrange. En Ukraine, cette semaine avait une dimension particulière, liée à la fertilité et au mariage. Les jeunes hommes qui n'avaient pas trouvé femme dans l'année étaient soumis à des taquineries rituelles humiliantes.
On leur attachait des morceaux de bois aux pieds ou à la jambe, symbole du poids d'être non mariés. Les femmes mariées depuis moins d'1 an participaient à des rituels spéciaux. Une poupée de paille représentant la déesse de l'hiver était habillée, portée en procession pendant toute la semaine, puis brûlée le dimanche soir, symbolisant la mort de l'hiver et la naissance du printemps. Ces rituels mêlent de manière transparente des éléments chrétiens et des croyances agraires pré-chrétiennes. Une coexistence que l'Église orthodoxe a toujours regardée avec une certaine gêne, mais n'a jamais réellement réussi à éliminer. Puis un autre détail apparaît. 12e fait, le drap brodé sacré, le rouchnik comme objet de pouvoir. Le rouchnik, une longue serviette de lin ou de coton brodé, est présent à chaque moment important de la vie ukrainienne. On est sur un rouchnik, on se marie sur un rouchnik, on est porté à sa dernière demeure avec un rouchnik. Ce tissu long et brodé accompagne les rites de passage et fonctionne comme un objet de connexion entre les vivants, les ancêtres et les forces naturelles. Dans la tradition ukrainienne, les rouchniki étaient accrochés aux icônes dans les maisons, enroulés autour des croix au bord des routes, attachés aux arbres considérés comme sacrés. Une pratique qui remonte clairement à des croyances pré-chrétiennes, associant les arbres à des esprits ou à des forces divines. Et voici ce qui est vraiment intéressant. La broderie sur un rouchnik était exécutée selon des règles strictes qui variaient selon la destination de l'objet. Un rouchnik de mariage avait ses propres motifs, différents d'un rouchnik funéraire. Les motifs en rouge symbolisaient la vie et le sang. Les motifs en noir symbolisaient la terre et les ancêtres. Dans certaines régions, les rouchniki funéraires n'étaient brodés qu'en noir. Une jeune fille préparait sa dot pendant des années, brodant des dizaines de rouchniki pour tous les événements de sa future vie. Mariage, naissance des enfants, funérailles des parents. La quantité et la qualité de sa broderie étaient un indicateur direct de son éducation, de sa patience et de ses qualités personnelles. Il est temps de continuer. 13e fait. Les domovoïki, les esprits protecteurs des foyers ukrainiens. Dans la tradition slave et ukrainienne, chaque maison possédait son propre esprit gardien, un domovik ou domovoï. Cet esprit était généralement bienveillant si on le respectait, mais pouvait devenir malveillant si on le négligeait ou l'offensait. Le domovik se manifestait la nuit. On pouvait l'entendre se déplacer des objets, émettre de petits bruits. Si des choses disparaissaient dans une maison sans explication, c'était souvent lui qu'on soupçonnait. On lui laissait des offrandes, du pain, du sel, de la porridge, un peu de horilka pour s'assurer sa bienveillance. Et voici ce qui soulève des questions. Quand une famille ukrainienne déménageait, un rituel important consistait à inviter le domovik à venir dans la nouvelle maison. On lui parlait directement, on lui demandait poliment de suivre la famille, on lui portait symboliquement de la nourriture dans la nouvelle demeure. Laisser le domovik derrière soi dans l'ancienne maison était considéré comme une catastrophe annoncée. La famille serait sans protection dans son nouveau foyer. Ces croyances révèlent une vision du monde où l'espace domestique n'est pas simplement physique, mais habité par des présences invisibles avec lesquelles il faut entretenir des relations actives. Les ethnologues ont documenté ces croyances dans des villages ukrainiens jusqu'à la fin du XXe siècle, bien que leur intensité ait considérablement diminué avec l'urbanisation. Ici se cache un point important. 14e fait. Le chant polyphonique ukrainien, une tradition reconnue par l'UNESCO. La musique vocale traditionnelle ukrainienne, particulièrement le chant polyphonique, est l'une des traditions musicales les plus sophistiquées d'Europe orientale. Les chants ukrainiens à plusieurs voix, où différentes parties vocales s'entrecroisent de manière complexe, ont été inscrits au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Ce qui est remarquable, c'est que cette sophistication musicale a été développée non pas par des compositeurs professionnels dans des cours royales, mais par des communautés rurales ordinaires. Les chants de travail, les chants saisonniers, les chants rituels, tous étaient polyphoniques, tous supposaient une participation collective. Maintenant, ce qui est souvent caché. Sous le régime soviétique, le chant traditionnel ukrainien a été soumis à une forme de normalisation culturelle. Les chants populaires étaient réarrangés par des compositeurs d'État, adaptés aux règles de l'harmonie classique occidentale, enregistrés avec des orchestres symphoniques. Le résultat était souvent beau, mais fondamentalement différent de l'original. La polyphonie rugueuse, organique et complexe des communautés rurales était lissée, standardisée, rendue présentable pour les scènes officielles. Cette uniformisation a causé des pertes réelles dans la diversité de la tradition musicale. C'est pourquoi le travail des ethnomusicologues ukrainiens qui, depuis les années 60,
ont parcouru les villages pour enregistrer les chants auprès des derniers porteurs de la tradition et considérés comme un travail de sauvetage culturel urgent. Et voici ce qui est vraiment intéressant. 15e fait. Les Kobzari, des poètes aveugles qui gardaient la mémoire nationale. Les Kobzari étaient des musiciens ambulants ukrainiens qui jouaient d'instruments à cordes, le kobza, la bandura ou la lyra, et chantaient des épopées historiques, des récits héroïques et des lamentations. Ce qui est frappant, c'est que la grande majorité des Kobzari historiques étaient aveugles. Ce n'est pas un hasard. Dans la société ukrainienne traditionnelle, les aveugles trouvaient dans la musique ambulante l'un des rares moyens de subsistance honorable accessible à eux. Mais cette tradition a créé un corpus musical extraordinaire, car les Kobzari servaient littéralement de mémoire vivante de la nation. Leurs chants, appelés dumi, racontaient les batailles cosaques, les captivités en territoire ottoman, les héros légendaires. Et puis, un retournement inattendu. En 1932 ou 1933, les sources ne s'accordent pas sur la date exacte et certains historiens contestent les détails de l'événement. Un congrès des Kobzari aurait été organisé à Kharkiv sous prétexte de les rassembler pour un festival culturel. Des centaines de Kobzari et Lierniki venus de toute l'Ukraine y auraient participé. Selon les témoignages et les recherches historiques ultérieures, la grande majorité d'entre eux auraient ensuite été arrêtés et exécutés ou déportés. Si cet événement s'est déroulé comme les sources le suggèrent, il représente une tentative délibérée d'éliminer les gardiens vivants de la mémoire culturelle ukrainienne. La tradition des Kobzari a survécu, mais marginalisée. Aujourd'hui, la bandura, l'instrument emblématique de cette tradition, est joué dans des conservatoires et est devenu un symbole culturel national fort. À partir de ce moment, la partie la plus intéressante commence. 16e fait, l'Holodomor, une famine qui reste au cœur de la mémoire nationale. L'Holodomor de 1932 à 1933 est l'une des pages les plus sombres de l'histoire ukrainienne. Cette famine artificielle, causée par les politiques soviétiques de collectivisation forcée et de réquisition du grain, a tué des millions de personnes en Ukraine. Les estimations varient entre 3 et 7 millions de victimes selon les méthodes de calcul utilisées. Ce qui distingue l'Holodomor dans le débat historiographique, c'est la question de l'intention. S'agissait-il d'un génocide délibérément ciblé contre les Ukrainiens ou d'une famine crimineuse mais non ciblée ethniquement qui a frappé plusieurs régions de l'URSS? La question est toujours débattue par les historiens et plus d'une vingtaine de pays ont officiellement reconnu l'Holodomor comme un génocide. Et voici ce qui est généralement passé sous silence. Les effets culturels de l'Holodomor sur la mémoire collective ukrainienne sont difficiles à surestimer. Des familles entières ont été anéanties, des villages entiers ont été rayés de la carte. La génération qui aurait transmis les traditions, les chants, les recettes, les techniques artisanales a été décimée. Des ethnologues ukrainiens contemporains qui travaillent dans les villages les plus touchés de la région de Poltava, de Kharkiv ou de Kherson notent des trous dans la tradition. Des pratiques, des chants, des rituels qui ont tout simplement disparu parce qu'il ne restait plus personne pour les transmettre. En ce sens, l'Holodomor n'a pas seulement tué des personnes, il a tué des pans entiers de la mémoire culturelle ukrainienne de manière irréversible. Examinons le point suivant. 17e fait. Le mouvement des années 60, des artistes qui ont défié le régime avec des poèmes. Dans les années 60, pendant le dégel khrouchtchevien, une génération d'artistes, d'écrivains et de poètes ukrainiens a émergé, connus sous le nom de Tchistidesiatniki, les hommes des années 60. Ces intellectuels ont commencé à publier des œuvres en ukrainien, à organiser des soirées culturelles, à défendre ouvertement la culture et la langue ukrainienne. Ils ne réclamaient pas l'indépendance politique, du moins pas publiquement, mais ils affirmaient simplement le droit à l'existence culturelle ukrainienne. Dans le contexte soviétique, c'était déjà profondément subversif. Et cela devient encore plus intéressant. Des figures comme Lina Kostenko, Ivan Drash, Vassil Stous et d'autres ont produit des œuvres littéraires de première importance. Vassil Stous, emprisonné à plusieurs reprises dans des camps sibériens pour ses activités culturelles et ses déclarations, est mort dans un camp de détention en 1985. Dans des circonstances troubles, certains témoignages suggèrent qu'il a été tué. Il avait été nominé pour le prix Nobel de littérature. Son cas symbolise la résistance culturelle ukrainienne dans ce qu'elle avait de plus courageux et de plus tragique. Aujourd'hui, Vassil Stous est une figure nationale majeure en Ukraine. Ses poèmes sont appris à l'école, ses portraits sont affichés dans les rues,
Son nom est sur les lèvres de millions d'Ukrainiens. Il y a une suite. 18e fait. Kiev l'adoré, une capitale dont l'architecture cache des siècles de destruction et de reconstruction. Kiev est l'une des plus anciennes capitales d'Europe, avec une histoire documentée de plus de 1500 ans. Mais une grande partie de ce qu'on voit aujourd'hui à Kiev n'est pas aussi ancienne qu'elle le semble. La ville a été dévastée par l'invasion mongole au XIIIe siècle, puis reconstruite. Elle a brûlé, été pillée, conquise et reconquise de nombreuses fois au cours des siècles suivants. La Seconde Guerre mondiale a causé des destructions massives. Des quartiers entiers de la ville ont été soufflés ou incendiés. Ce que les touristes admirent aujourd'hui, les coupoles dorées des monastères, les fresques de la cathédrale Sainte-Sophie, est souvent le résultat de reconstructions, parfois réussies, parfois contestées. Et maintenant, un fait rarement évoqué. La cathédrale Sainte-Sophie de Kiev, construite au XIe siècle sous le règne de Yaroslav le Sage, a conservé des mosaïques et des fresques byzantines originales qui sont parmi les plus importantes d'Europe. Mais pendant des siècles, ces fresques ont été recouvertes de couches de peinture blanche par différents administrateurs qui ne reconnaissaient pas leur valeur ou voulaient effacer leur caractère trop ancien. Le processus de découverte et de restauration de ces fresques a commencé au XIXe siècle et se poursuit encore aujourd'hui. Chaque décapage révèle de nouvelles images d'un monde médiéval sophistiqué. Des portraits de la famille princière, des scènes de chasse, des représentations de musiciens. Ces fresques profanes dans une cathédrale chrétienne témoignent d'une vision du monde médiéval ukrainienne où le sacré et le séculier coexistaient de manière beaucoup plus fluide qu'on ne pourrait l'imaginer. Ce moment change tout. 19e fait. La médecine traditionnelle ukrainienne, herbes, incantations et diagnostic par la cire fondue. La médecine populaire ukrainienne est un univers à part entière, où les plantes médicinales côtoient les rituels magiques et les formules verbales. Les znakarki et znakari, guérisseurs traditionnels, femmes et hommes, pratiquaient depuis des siècles des méthodes de guérison qui mêlaient une connaissance empirique réelle des plantes médicinales avec des croyances magiques. Certaines de leurs recettes à base de plantes ont été validées par des recherches pharmacologiques modernes. Des plantes comme la valériane, la mélisse, le millepertuis étaient utilisées avec précision pour des troubles spécifiques. D'autres pratiques appartiennent clairement au domaine du rituel et de la suggestion. Mais attendez, voici la partie vraiment étrange. L'une des pratiques les plus répandues de la médecine populaire ukrainienne était le diagnostic et le traitement par la cire fondue, Vilivka. Pour soigner une personne atteinte de peur, un état pathologique reconnu dans la médecine populaire, correspondant à ce qu'on appellerait aujourd'hui un syndrome de stress aigu, on faisait fondre de la cire d'abeille et on la versait dans un bol d'eau posé sur la tête du patient en récitant des formules. Les formes prises par la cire en se solidifiant étaient interprétées comme un diagnostic. La guérisseuse lisait ces formes, identifiait la source de la peur et le rituel lui-même était censé extraire le mal du corps du patient. Des variantes de cette pratique existent dans de nombreuses cultures méditerranéennes et d'Europe de l'Est. Mais la version ukrainienne est particulièrement bien documentée ethnologiquement. Des praticiens de cette méthode existent encore aujourd'hui, en particulier dans les zones rurales des régions de Poltava, Vinnytsia et Carpates. Et voici ce qui est vraiment intéressant. 20e fait, la viande rouge, un symbole qui dépasse la simple botanique. La kalina, la viande rouge à baies rouges, est peut-être le symbole végétal le plus important de la culture ukrainienne. Elle apparaît dans les chansons, les poèmes, la broderie, les arts visuels. Sa présence dans la culture ukrainienne est si profonde qu'elle en est devenue un raccourci émotionnel immédiat. Les baies rouges de la kalina symbolisent le sang, la vitalité et la beauté féminine. Les grappes lourdes de baies rouges sur branches neigeuses sont une image récurrente dans la poésie ukrainienne d'automne et d'hiver, une image de beauté persistant dans l'adversité. Et voici un autre exemple. Pendant les périodes de conflit et de deuil national, la kalina est revenue au premier plan symbolique de manière frappante. Des chansons centenaires à la kalina ont été reprises et réinterprétées dans de nouveaux contextes. La chanson « Tchervona Kalina », la viande rouge, dont l'histoire remonte à la Première Guerre mondiale et au mouvement des Sich Riflemen, est devenue un hymne populaire chanté dans les rues, les manifestations et les rassemblements. Ce phénomène illustre la manière dont les symboles culturels traditionnels peuvent être réactivés et chargés de nouvelles significations tout en conservant leur résonance émotionnelle profonde pour une population. Passons maintenant à la partie la plus curieuse. 21e fait.
Les traditions funéraires, un festin pour accompagner les morts. Les pratiques funéraires ukrainiennes traditionnelles combinent des éléments chrétiens orthodoxes avec des croyances pré-chrétiennes sur le voyage de l'âme. Le pomenki, le repas funèbre, est une institution centrale. Immédiatement après l'enterrement, la famille reçoit tous les participants pour un repas communautaire. Ce repas n'est pas une simple consolation pratique, c'est un rituel codifié. On pose un couvert supplémentaire pour le défunt. On commence le repas avec du koutia, une bouillie de blé avec du miel et du coquelicot, un plat rituel qui remonte aux coutumes funéraires slaves pré-chrétiennes. On boit de la horilka mais en respectant certaines règles. Le premier verre est toujours pour le défunt, posé sur la table sans être bu. Et puis, un retournement inattendu. Les 9e, 40e et 365e jours après le décès sont des dates particulièrement importantes dans la tradition ukrainienne, correspondant aux étapes du voyage de l'âme selon les croyances orthodoxes et populaires mêlées. Des repas commémoratifs sont organisés à chacune de ces dates. À Radonitsia, une semaine après Pâques, les Ukrainiens vont en masse dans les cimetières pour manger et boire en compagnie symbolique de leurs proches décédés. On pose de la nourriture sur les tombes, on laisse des œufs de Pâques, on verse un peu de horilka. Des observateurs extérieurs ont parfois décrit cette pratique comme une fête dans un cimetière, avec une connotation de désarroi. Pour les Ukrainiens, c'est tout simplement le maintien du lien entre les vivants et les morts. Une façon de dire que la mort ne coupe pas définitivement la relation. Mais il existe une autre version. 22e fait. Taras Shevchenko, un homme qui a créé une nation avec des mots. Taras Shevchenko, né serf en 1814, est la figure centrale de la culture ukrainienne moderne. Son recueil de poèmes Kobzar, publié pour la première fois en 1840, a joué un rôle comparable à celui de Dante pour l'italien ou de Burns pour l'écossais. Il a donné à une langue paysanne la dignité et la profondeur de la grande littérature. Mais Shevchenko était aussi un peintre remarquable, formé à l'Académie des Arts de Saint-Pétersbourg, et ses écrits en prose et en russe révèlent un intellectuel d'une grande sophistication. Il a passé 10 ans en exil dans les steppes kazakhs, avec interdiction de dessiner ou d'écrire, 2 activités qui étaient sa raison d'être. Et voici ce qui est vraiment intéressant. L'impact de Shevchenko sur la conscience nationale ukrainienne est si profond qu'il dépasse largement le domaine littéraire. Son anniversaire, le 9 mars, est célébré en Ukraine avec une intensité qui ressemble davantage à une fête nationale qu'à une commémoration littéraire. Des processions aux monuments, des récitations de poèmes dans les rues, des événements culturels dans tout le pays. Les vers de Shevchenko sont gravés dans la mémoire de millions d'Ukrainiens depuis l'enfance, appris à l'école mais aussi à la maison, transmis par les grands-parents. Une phrase de son testament poétique « Enterrez-moi, puis levez-vous, brisez vos chaînes » est devenue l'une des formules les plus puissantes de la résistance ukrainienne à travers les siècles. Et maintenant, un fait rarement évoqué. 23e fait, la gastronomie des Carpates, un monde à part dans l'Ukraine occidentale. La région des Carpates ukrainiennes, habitée par les Hutsuls, les Boïki et les Lemki, possède une culture si distincte qu'elle mérite d'être traitée séparément. La cuisine Hutsule, par exemple, est centrée sur les produits de montagne. Le fromage de brebis brinza, le mamaliga, une bouillie de maïs similaire à la polenta roumaine, les champignons sauvages, les fruits des forêts. Le banouche, une bouillie de polenta préparée avec de la crème fraîche, est le plat emblématique de la cuisine Hutsule. Riche, nourrissant, conçu pour les travailleurs des pentes escarpées. Cette cuisine partage des éléments avec la cuisine moldave, roumaine et polonaise des Carpates, témoignant des siècles d'échanges transfrontaliers dans cette région de montagne. Mais il y a une nuance. Les Hutsuls sont aussi connus pour leur artisanat extraordinaire. Le travail du bois, le cuir, la poterie, la broderie. Un artisan Hutsule peut passer des mois à décorer une simple hache de cérémonie avec des incrustations de métal, de nacre et d'os. Ces haches, appelées bartki, n'étaient pas des armes. Elles étaient des symboles de statut, de masculinité et d'appartenance culturelle. La qualité du travail artisanal d'un homme était un indicateur direct de son prestige dans la communauté. Cette tradition d'artisanat de haute précision, transmise de maître en apprenti, produit encore aujourd'hui des pièces qui sont reconnues dans les musées et les collections privées du monde entier. Le point suivant n'est pas moins étonnant. 24e fait, le théâtre d'ombre du Vertep, le théâtre de marionnettes ukrainien pré-christianisé.
Le vertep est une forme de théâtre de marionnettes ukrainien qui remonte au XVIIe siècle. Traditionnellement présenté pendant les fêtes de Noël, le vertep consistait en un théâtre portatif à 2 niveaux. Le niveau supérieur pour les scènes religieuses concernant la nativité, le niveau inférieur pour des scènes comiques mettant en scène des personnages populaires comme un juif, un cosaque, un noble polonais ou un diable. Ces scènes du bas étaient souvent satiriques et politiquement mordantes. Le cosaque rossait le noble, le diable emportait les méchants, les représentants des pouvoirs en place étaient ridiculisés. Et voici un détail important. Cette structure à 2 niveaux, le sacré en haut, le politique et le comique en bas, révèle une vision du monde ukrainienne traditionnelle d'une grande sophistication. Le rire populaire, le carnavalesque, la satire politique ne sont pas séparés du sacré, mais lui sont associés, comme si l'ironie et la conscience critique faisaient partie intégrante d'une vision du monde saine. Le vertep a survécu à la répression soviétique qui tentait d'éliminer les éléments religieux en s'adaptant et en conservant ses éléments comiques et populaires. Aujourd'hui, il connaît une renaissance, avec des troupes qui renouvellent la tradition tout en conservant sa double nature fondamentale. Et ici, une nouvelle histoire apparaît. 25e fait, le mouvement des créateurs contemporains, comment l'Ukraine réinvente ses traditions. L'Ukraine contemporaine est le théâtre d'un mouvement culturel fascinant. Une génération de créateurs, designers, musiciens, artistes visuels, couturiers qui réinterprètent les traditions populaires ukrainiennes dans un langage visuel et sonore contemporain. Des maisons de couture intègrent des motifs de broderie traditionnels dans des vêtements urbains. Des musiciens fusionnent le chant polyphonique traditionnel avec l'électronique. Des graphistes réinterprètent les motifs des pisanki dans des designs numériques. Cette créativité n'est pas simplement nostalgique. Elle est activement engagée dans la question de ce que signifie être ukrainien aujourd'hui, dans un contexte politique et culturel de grande complexité. Et voici ce qui est surprenant. Ce mouvement de réinterprétation culturelle s'est accéléré de manière spectaculaire depuis les événements de Maïdan en 2014, puis encore plus intensément depuis 2022. La culture est devenue un terrain de résistance active. Des artistes qui avant travaillaient principalement en russe ont fait le choix de l'ukrainien. Des traditions qui semblaient désuètes, la broderie, le chant traditionnel, l'artisanat, ont connu une popularité nouvelle, surtout parmi les jeunes urbains. Ce phénomène a été documenté par des sociologues et des anthropologues comme un exemple de mobilisation culturelle sans précédent dans l'histoire contemporaine du pays. Examinons le point suivant. 26e fait. Le sel des Carpates et les marais salants de Gélie, une histoire géologique et humaine. Le sel a joué un rôle capital dans l'histoire ukrainienne, en particulier dans la région des Carpates. La ville de Drohobych, dans l'actuelle région de Lviv, possède des sources salées et une tradition de production de sel qui remonte au Moyen Âge. Les mines de sel de Solodvino, en Transcarpathie, ont été exploitées pendant des siècles. Ce sel carpatique était une ressource stratégique majeure. Il préservait la viande et le poisson pour l'hiver. Il était utilisé dans les rituels et comme monnaie d'échange. Des routes commerciales médiévales ont été tracées spécifiquement pour transporter ce sel vers les régions qui en manquaient. Passons à la suite. Les mines de sel abandonnées de la région des Carpates ont une particularité remarquable. Leur air extrêmement sec et chargé en ions de sel était considéré comme thérapeutique pour les maladies respiratoires. Cette observation empirique de la médecine populaire a été reprise par la médecine moderne. L'allothérapie ou spéléothérapie, consistant à passer du temps dans des grottes salines, est aujourd'hui une thérapie reconnue pour l'asthme et d'autres affections respiratoires. Des sanatoriums soviétiques dans les mines de sel ukrainiennes des Carpates étaient déjà en activité au milieu du XXe siècle. Aujourd'hui, ces thérapies attirent des patients de toute l'Europe. Mais attendez. 27e fait, les Cosaques de Zaporogie, une démocratie militaire avant la lettre. Le 6 de Zaporogie, la forteresse cosaque fondée sur les îles du Dniepr au XVIe siècle, fonctionnait selon un modèle politique remarquablement original. La Rada, l'Assemblée générale des Cosaques, élisait démocratiquement ses dirigeants, y compris le hetman, le chef militaire suprême. Tout homme libre pouvait devenir cosaque en rejoignant le Sich, quelle que soit son origine sociale ou ethnique. Les décisions importantes étaient prises collectivement. Le hetman pouvait être démis de ses fonctions par vote de la Rada s'il perdait la confiance des Cosaques. Dans l'Europe du XVIIe siècle, dominée par des monarchies absolues, ce modèle était extraordinairement progressiste. Et voici ce qui est vraiment intéressant.
La société cosaque était aussi une société de guerriers professionnels, avec des règles de conduite strictes. Pendant la saison de campagne militaire, l'alcool était strictement interdit sous peine de mort. Une règle paradoxale pour une culture où la horilka jouait un rôle si central dans la vie pacifique. Les Cosaques n'avaient pas le droit d'amener des femmes aux Siches. C'était une confrérie militaire célibataire pendant les périodes de guerre. Cette combinaison d'une démocratie directe, d'une discipline militaire stricte et d'une culture de liberté personnelle intense a créé un mythe cosaque qui continue d'exercer une fascination puissante dans l'imaginaire ukrainien contemporain. Et voici ce qui est généralement passé sous silence. 28e fait, la fête de la Malanka, quand les hommes s'habillent en femmes et les femmes en sorcières. La Malanka est une fête ukrainienne célébrée le 13 janvier selon le calendrier julien, correspondant à la veille du Nouvel An selon l'ancien calendrier. Dans la région de Bukovine et d'autres régions de l'ouest de l'Ukraine, cette fête donne lieu à des festivités carnavalesques extraordinaires. Des groupes de jeunes hommes se déguisent en personnages traditionnels, le vieux, la vieille, l'ours, la chèvre, le diable, la mort, et une jeune fille ou un jeune homme travesti joue le rôle de Malanka, personnage féminin central de la fête. Ces groupes déambulent dans les villages de maison en maison, jouant de petites pièces comiques, chantant, dansant, réclamant de la nourriture et des boissons en échange de leurs performances. Et c'est ici que cela devient vraiment étrange. La signification originelle de la Malanka est liée aux croyances relatives aux esprits des ancêtres et aux forces de la nature en fin d'année. Les déguisements n'étaient pas simplement festifs. Ils permettaient de tromper les mauvais esprits en rendant les humains méconnaissables, ou d'incarner les forces naturelles pour mieux les contrôler. Le personnage de la Malanka elle-même est associé à une divinité ou à un esprit féminin lié au renouveau de la nature au printemps. La fête a survécu à la christianisation en s'adaptant et en absorbant des éléments du Nouvel An et de la Saint-Basile. Mais ses racines pré-chrétiens restent clairement visibles pour quiconque l'observe avec attention. En 2015, la Malanka de la ville de Vashkivtsi a été inscrite au patrimoine culturel immatériel ukrainien. Avançons. 29e fait, l'architecture des troglodytes et les villages cachés de Podili. Dans la région de Podili, au centre-ouest de l'Ukraine, la géologie a produit un phénomène particulier. Des vallées étroites et profondes, creusées dans le calcaire blanc par des rivières, les Balki et Ovragi. Dans ces vallées cachées, des communautés ont construit des habitations troglodytiques ou semi-troglodytiques depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge. Certains villages médiévaux étaient entièrement invisibles depuis les plateaux environnants, ce qui en faisait des refuges naturels lors des invasions. Les grottes de Mogila, les complexes souterrains de la région de Khmelnytsky, les caves de Podili révèlent une stratégie d'adaptation humaine à la géographie qui est unique en Europe orientale. Et voici un détail important. Certains de ces complexes souterrains étaient utilisés par des communautés monastiques orthodoxes, créant des lavres souterraines, des monastères creusés dans la roche, similaires dans leur principe au monastère rupestre de Cappadoce en Turquie. Le monastère des grottes de Kiev, la Kievo-Pecherska Lavra, est le plus célèbre de ces établissements, avec ses catacombes contenant les corps de saints momifiés naturellement par les conditions de l'air souterrain. Les pèlerins ukrainiens visitent ces catacombes depuis des siècles, se courbant dans les tunnels étroits pour toucher les reliques des saints. Cette tradition de vénération souterraine est l'une des plus vivantes de l'orthodoxie ukrainienne contemporaine. Puis, un autre détail apparaît. 30e fait. La politique de la nourriture. Comment les recettes deviennent des revendications identitaires. En Ukraine, la nourriture traditionnelle est bien plus qu'une question de goût ou de nutrition. C'est une question d'identité, de mémoire et parfois de politique. Le débat sur le bortsch est le plus visible, mais d'autres plats font l'objet de revendications similaires. Les vareniki, des raviolis farcis de pommes de terre, de fromage blanc, de cerises ou de viande, sont préparés selon des dizaines de variantes régionales, et chaque famille ukrainienne est convaincue que sa recette familiale est la meilleure et la plus authentique. Le salo, le lard de porc salé et parfois fumé, est devenu un symbole culturel tellement puissant qu'il a généré son propre musée à Lviv. Le musée du salo de Lviv, ouvert en 2009, présente des sculptures en salo et des œuvres d'art comestibles dans un esprit délibérément ironique. Ce musée est devenu l'une des attractions touristiques les plus visitées de la ville, ce qui en dit long sur la capacité ukrainienne à transformer même les produits les plus humbles en objets de fierté culturelle et d'humour.
Et voici ce qui est vraiment intéressant. 31e fait. La langue des signes et les traditions des sourds-muets ukrainiens. La communauté des sourds en Ukraine possède une culture propre, distincte et riche, dont les racines remontent au XIXe siècle. L'Institut des sourds-muets de Kiev, fondé en 1806, est l'un des plus anciens établissements de ce type en Europe orientale. La langue des signes ukrainienne, LSU, est une langue à part entière, distincte de la langue des signes russe, avec sa propre grammaire, sa propre syntaxe et ses propres expressions culturelles. Pendant la période soviétique, la communauté des sourds ukrainiens a maintenu des pratiques culturelles distinctes, des clubs, des théâtres de signes, une presse spécialisée. Mais il y a une nuance que peu de gens connaissent. Le théâtre des sourds en Ukraine a produit des spectacles d'une intensité visuelle remarquable. Sans paroles, en signes et en expression corporelle, ces productions ont parfois atteint une puissance dramatique que le théâtre oral conventionnel avait du mal à égaler. Des metteurs en scène entendants ont commencé à collaborer avec des acteurs sourds, non pas par militantisme inclusif, mais par intérêt artistique pur. Certains de ces spectacles ont été présentés dans des festivals européens et acclamés par la critique internationale. Cette intersection inattendue entre la tradition culturelle des sourds ukrainiens et le théâtre contemporain est l'un des chapitres les moins connus et les plus fascinants de la culture ukrainienne du XXe siècle. Et maintenant, un fait rarement évoqué. 32e fait. L'astronomie cosaque et les calendriers populaires ukrainiens. Les calendriers populaires ukrainiens, Narodni Kalendarny, étaient des systèmes complexes d'observation du ciel, de la nature et des comportements animaux pour prédire le temps et organiser le travail agricole. Ces calendriers incorporaient des siècles d'observations empiriques accumulées. Les agriculteurs ukrainiens traditionnels connaissaient les positions des étoiles, les cycles de la lune, les comportements des plantes sauvages avec une précision qui témoigne d'une astronomie populaire sophistiquée. Certains signes de prédiction météorologique de ces calendriers ont été validés par des études météorologiques modernes. Des corrélations réelles existent entre certains comportements naturels observés et les conditions climatiques qui suivent. Et voici ce qui soulève des questions. Ces calendriers étaient aussi intimement liés au cycle des fêtes. Chaque fête majeure correspondait à un moment précis dans le cycle agricole et astronomique. La nativité en hiver marquait le solstice, Pâques le printemps, Ivan Kupala le solstice d'été, la fête de la protection de la Mère de Dieu en octobre marquait la fin des travaux agricoles. Cette superposition du calendrier chrétien sur le calendrier astronomique et agricole slave révèle comment la christianisation de l'Ukraine s'est faite non pas en remplaçant les anciennes structures temporelles, mais en les réinterprétant, en donnant des noms chrétiens à des moments qui étaient déjà chargés de signification profonde pour les communautés paysannes. À partir de ce moment, la partie la plus intéressante commence. 33e fait. Le mot « Ukraine » lui-même, une question qui n'est pas encore tranchée. L'étymologie du mot « Ukraine » est l'objet d'un débat académique qui dure depuis des siècles. La théorie la plus répandue et aujourd'hui la plus largement acceptée parmi les linguistes et les historiens est que le mot vient du slave « kré », qui signifie pays, terre, région. Ukraine signifierait donc simplement le pays, la terre natale. Cette interprétation est soutenue par une analyse des usages historiques du terme dans les documents médiévaux. Une deuxième théorie, longtemps utilisée à des fins politiques par des adversaires de l'identité ukrainienne distincte, traduit Ukraine par frontière, marche, territoire de bordure. Une interprétation qui sous-entendrait que l'Ukraine est une région périphérique sans identité propre, simplement aux confins d'autres entités. Les historiens ukrainiens et de nombreux spécialistes internationaux contestent cette interprétation comme étant politiquement motivée et linguistiquement peu solide. Et voici ce qui est vraiment intéressant. Ce débat étymologique, apparemment académique, a des implications politiques concrètes. Pendant des siècles, le récit selon lequel l'Ukraine n'était qu'une bordure, sous-entendu une bordure de quelque chose d'autre, de plus important, a servi à justifier sa dépendance politique. L'adoption internationale de la préposition « en Ukraine » au lieu de « à Ukraine », une distinction grammaticale qui en français souligne le statut de pays à part entière plutôt que de région, est une victoire symbolique de cette lutte pour la reconnaissance. Un nom, une préposition, une étymologie. Dans certains contextes historiques, ces questions linguistiques apparemment mineures portent en elles des enjeux d'existence nationale profonds. Voilà où nous en sommes aujourd'hui avec la culture ukrainienne et ses 33 faits. Et honnêtement,
Il serait malhonnête de prétendre que tout est clair, établi et sans controverse. L'étymologie du mot Ukraine reste débattue entre spécialistes, et probablement le sera encore longtemps. Les origines précises du trident sont toujours non résolues. Les archéologues continuent de proposer de nouvelles hypothèses à chaque nouvelle découverte. L'épisode du congrès des Kobzari de 1932 ou 33 est documenté, mais ses détails précis, le nombre de victimes, les circonstances exactes, varient selon les sources, et certains historiens demandent des investigations archivistiques complémentaires. La question de savoir si le Boyovi opaque est une tradition authentique ou une reconstruction moderne est loin d'être tranchée, et les deux camps ont des arguments solides. Ce qui est incontestable en revanche, c'est la profondeur et la continuité d'une culture qui a survécu à des conditions extraordinairement difficiles: invasion, famine, répression, interdiction linguistique, destruction massive. Chaque broderie, chaque pisanka, chaque chant polyphonique, chaque recette de bortsch transmise de génération en génération représente un acte de résistance culturelle longue et silencieuse. Et si ces 33 faits vous ont donné l'envie d'aller plus loin, de lire, d'écouter, de goûter, de chercher, alors notre travail a eu un sens. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Vous êtes sur la chaîne 33 Facts et nous nous retrouvons très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous.